Alors, dans cette capsule, on va explorer plus en détail cette histoire du signe près qui peut intervenir pour l'intégrale de surface d'une deux formes, dépendant du choix de paramétrisation. Puis on va voir que ce signe-là, ça correspond à ce qu'on appelle l'orientation de la surface. Alors, ça va être le sujet de cette capsule ici. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est de vous donner un sens géométrique à qu'est-ce que ça correspond, les trois petits déterminants 2 par 2 que l'on calcule quand on calcule une intégrale de surface. À quoi ça correspond ces trois déterminants-là? Alors, j'ai un dessin ici où est-ce que j'ai une surface S dans l'espace trois-dimensionnel et je suppose que j'ai une paramétrisation qui a été choisie, phi de UV. Et puis, voici un point U0, V0 dans le domaine des paramètres et voici le point correspondant sur la surface. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre une droite horizontale dans le domaine UV qui passe par le point U0, V0. Puis je vais voir ça comme étant un chemin, une courbe, que je paramétrise de la manière suivante. Alors, le U, il va varier, donc ça va être U0 plus T, puis la coordonnée V, elle va rester constante. Donc, c'est une droite horizontale. Donc, je prends cette droite horizontale-là, et puis, donc, je prends les points sur cette droite-là, puis je les mets dans la fonction phi, puis ça va correspondre à une certaine courbe ici sur la surface. Très important, cette courbe-là, elle va être sur la surface. Alors, ce que j'ai tracé ici, ici, c'est le résultat de prendre U0 plus T V0 et puis le mettre dans la fonction phi. OK, donc ça va être ceci, x de U0 plus T V0, y de U0 plus T V0, et puis z de U0 plus T V0. OK, mais ça, c'est une courbe dans R3. Et puis, je peux calculer son vecteur tangent. Je pourrais calculer son vecteur tangent ici, que je vais tracer en bleu. Ce vecteur tangent-là, comment est-ce que je l'obtiens? C'est en dérivant ceci par rapport à t. OK? Alors, ça va correspondre à quoi ceci? Je vais utiliser la règle de dérivée en chaîne. Je vais avoir la dérivée de x par rapport à u fois du dt qui est 1, plus, donc ça c'est la première composante. La deuxième correspondante, c'est la dérivée de y par rapport à u. Et puis la troisième composante, ça va être la dérivée de z par rapport à u. Et donc quand je calcule le vecteur tangent ici, ce que j'obtiens, c'est essentiellement la dérivée de phi par rapport à u. Donc ici, ce vecteur-là, c'est phi dérivé par rapport à u au point U0, V0. Maintenant, je peux faire la même chose, mais avec une droite verticale ici, dans le domaine D. Donc cette droite verticale-là, elle aura la forme U0, V0 plus T. Alors, je fais la même chose, je mets cette droite-là dans la fonction phi, puis j'obtiens une courbe qui ressemble à celle-ci, sur la surface S. Et puis, si je calcule son vecteur tangent, en faisant la même chose, ce que je vais obtenir ici, donc cette courbe-là, peut-être juste écrire ici, ça, cette courbe ici, cette courbe ici, ça c'est phi de U0, V0 plus T. Donc, quand je calcule son vecteur tangent, ce que j'ai, c'est la dérivée de phi par rapport à V au point U0, V0. Bon, une remarque qui est importante, c'est que ces deux vecteurs-là, phi U
U0, V0 et phi V, donc les deux vecteurs que j'ai tracés en bleu, ben, en fait, sont des vecteurs tangents à la surface parce qu'ils sont tangents à des courbes qui sont sur la surface. Donc, sont tangents à S au point P, c'est-à-dire que ce sont des vecteurs qui appartiennent à TP de S. Ainsi, si je faisais leur produit vectoriel, ce que j'obtiendrais, c'est un vecteur normal. Normal à S au point P. Hein, donc, si je calcule ça, je vais obtenir ici un vecteur en rouge, phi U, phi V. Donc, normal à S au point P. OK, donc c'est juste une petite construction géométrique. Mais maintenant, regardons ce sont quoi les composants de ce vecteur ici. Alors, je vais faire le produit vectoriel comme je le ferais au secondaire ou en algèbre linéaire en première année. C'est-à-dire que je vais développer un déterminant 3 par 3. Dans la première ligne, je vais mettre IJK. Dans la deuxième ligne, je vais mettre les composantes de phi U. Et dans la troisième ligne, je vais mettre les composantes de phi V. Okay, donc, je vous ai fait le calcul ici. J'ai développé ce déterminant 3 par 3 là. Donc, par exemple, ici, là, pour la première composante I, je fais ça. Et puis, ce qui me reste, c'est ce déterminant ici que j'ai là. Okay, pour J, j'ai un signe moins ici avec ces deux colonnes ici. Mais j'ai mis un signe plus, puis j'ai tout simplement interchangé les deux colonnes. Et puis, même chose pour la troisième. Mais ce sont quoi ces trois déterminants-là? Mais on se rend compte que ces trois déterminants-là sont précisément ce que j'avais appelé ici D, Y, Z, D, U, V. Ça, c'est ce que j'avais appelé D, Z, X, D, U, V. Puis ça, c'est ce que j'avais appelé D, X, Y, D, U, V. Donc, les trois quantités qu'on calculait, là, quand on calculait le tir en arrière, bien, en fait, ce sont les trois composantes du vecteur normal à la surface. Hein? Donc, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais là, on le voit géométriquement. Hein? Donc, ben, quand j'ai une surface comme ça, là, il n'y a pas juste une normale. J'en ai aussi un autre en dessous. Hein, j'ai deux directions possibles pour la normale. Alors, comment est-ce que j'obtiendrai l'autre normale? Ben, c'est en faisant le produit vectoriel dans l'autre ordre. Phi V produit phi U. C'est donc moins phi U produit phi V. Donc, ça, c'est l'autre normale. OK? Puis, ils sont déterminés à signe négatif près. Donc, c'est de là que ce signe négatif-là apparaît dans l'intégrale de surface d'une deux formes. Ça correspond à avoir, de manière inconsciente là, pour l'instant, choisi soit ceci comme normal ou ça comme normal. Donc, dépendant du choix, il va y avoir un signe plus ou moins. OK? Donc, quand on calcule le tiré en arrière, en fait, ce qu'on fait là, géométriquement, c'est la chose suivante. On évalue la deux formes sur la surface paramétrée, et puis on prend le produit scalaire avec la normale à S. Hein, donc, c'est ça que c'est. Ce sont les trois composantes ici de oméga, et ceci, ce sont les trois composantes du vecteur normal. Donc, quand je fais ça, c'est comme si je faisais un produit scalaire de deux vecteurs. Ensuite, DU, DV.
Donc, quand je dis la normale ici, ben, il y a un choix à faire. Hein? Donc, ici, là, il y a un choix à faire. Donc, dépendant du choix, ça va affecter notre réponse finale avec un signe. OK, alors, ça m'apporte à définir le concept suivant. Donc, une surface qui est orientable, c'est une surface qui a deux côtés. OK? Qu'on appelle l'intérieur ou l'extérieur. Ça, c'est arbitraire. Ça n'a pas toujours un sens de dire qu'est-ce qui est l'intérieur puis qu'est-ce qui est l'extérieur. Mais, par exemple, pour une surface de sphère, ben, l'intérieur, c'est ce qui pointe vers le centre, puis l'extérieur, c'est ce qui pointe vers l'extérieur. Donc, en un point sur la surface, il y a deux vecteurs normaux possibles, N1 et N2, puis un est négatif de l'autre. Donc, chacune de ces normales-là est associée à l'un des côtés. Donc, quand on fait un choix, si je décide que je vais choisir un de ces normales-là, alors ce que je vais obtenir maintenant, c'est une surface qui est orientée. Elle est orientée avec mon choix de normale. Donc, orientable, il y a deux possibilités de choix. Il y a un choix à faire entre deux normales. Puis une fois que j'ai fait mon choix, j'obtiens une surface orientée. OK? Donc, par exemple, si je regarde la surface z égale x carré plus y carré, c'est une paraboloïde, ben, il y a deux normales possibles, où il y a deux côtés. Hein? J'ai ce côté ici, que je pourrais appeler l'extérieur, puis j'ai ce côté ici, que je pourrais appeler l'intérieur. OK? Donc, si je décide, OK, je vais prendre le côté extérieur, je vais l'orienter avec l'extérieur, je vais choisir cette surface-là en indiquant que je prends la normale extérieure en tout point. Donc, ça devient maintenant une surface orientée. Donc, ça, c'est une surface orientable. Puis, une fois que j'ai choisi celui que je vais prendre, c'est une surface orientée. Même chose avec la sphère ici. Donc, voici, il y a une normale que je pourrais appeler extérieure. Donc, extérieur, ça a plus un sens ici. Intérieur, ce côté-là. Alors, comme je disais, ça suppose qu'il y a un choix à faire. Donc, on pourrait se poser la question, ben, est-ce que, donc, je ne comprends pas, il devrait toujours avoir deux côtés à une surface. Bon, ben, vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle l'anneau de Mobius. Hein, donc, si vous allez voir à la page 266 du manuel, il y a une petite discussion sur l'anneau de Mobius. Ça, c'est un exemple d'une surface qu'il y a juste un côté. OK? Alors, nous, là, donc ça, c'est une surface qu'on appellerait pathologique. Là. On ne va pas les considérer, ces genres de surfaces-là. Donc, dorénavant, on va avoir des surfaces qui vont ressembler à celle-ci. Il va y avoir deux côtés, puis on va choisir une des normales. Okay? Donc, dorénavant, nous ne considérerons que des surfaces orientables ou orientées si on a fait le choix. Okay? Donc à l'avenir, quand on va calculer l'intégrale de surface d'une deux formes sur une surface, on va préciser quel choix d'orientation qu'on prend pour la surface. Et avec ça, ça va préciser exactement le bon signe à prendre pour l'intégrale.